C'est une boîte de Pandore qui a été ouverte. Nous ne savons pas exactement où cela mènera, mais nous pouvons affirmer quelques certitudes. L'une d'elles est que les Russes n'abandonneront pas l'Iran. C'est une certitude absolue. Donc ils soutiendront les Iraniens. Les Turcs ne vont pas aider à détruire l'Iran. C'est un pas trop loin pour eux. C'est une guerre qu'ils ne veulent pas avoir à mener. Mais les Turcs pourraient très facilement se retourner contre les Israéliens. Donc c'est réel. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, j'ai le grand privilège de parler à deux fantastiques analystes géopolitiques américains. L'un est James Carden, un journaliste qui a été conseiller auprès de la Commission présidentielle bilatérale États-Unis-Russie sous le président Obama. Et l'autre est le prolifique colonel Douglas Macgregor, le PDG de Our Country, Our Choice. Je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissent grâce à d'autres émissions, comme le merveilleux Judge Napolitano, où il donne régulièrement des mises à jour très précieuses sur l'impact politique des développements militaires en Europe et en Asie de l'Ouest. James, colonel, bienvenue. James, Colonel, welcome. Merci. Merci. Vous avez récemment écrit un article important dans l'American Conservative, que je vais lier dans la description, intitulé « Iran, la prochaine guerre de choix de l'Amérique », où vous exposez les dangers de ce qui pourrait arriver maintenant que les néoconservateurs ont plus ou moins terminé ou ont accompli quelque chose en Syrie qu'ils ont essayé pendant 14 ans, à savoir un changement de régime. Je pense que cela mérite une discussion approfondie. Puis-je donc vous demander, et peut-être commencer avec le colonel Macgregor, pourquoi pensez-vous que l'Iran sera la prochaine guerre de choix de l'Amérique? Je pense que nous devons réaliser que cela a été le rêve de nombreuses personnes à Washington depuis au moins 30 ans. Certaines personnes remonteraient jusqu'en 1980 et ont regretté que nous n'ayons pas, d'une manière ou d'une autre, puni l'Iran pour avoir saisi notre ambassade. Et puis, au fil des ans, nous avons eu tendance à adopter la ligne israélienne, qui est que tout ce qui ne va pas partout tout le temps dans la région est finalement la faute de l'Iran. Par conséquent, tout ce que nous pouvons faire pour détruire l'Iran est dans l'intérêt stratégique à long terme d'Israël. Ils aiment identifier cela avec nos propres intérêts stratégiques. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne le vois pas du tout de cette façon. James. James? Bien sûr. Comme vous le dites, c'est un projet de longue date d'Israël et de ses partisans les plus dévoués au Capitole. Chaque fois que quelqu'un prononce le mot Iran au Capitole, il semble presque obligatoire que l'orateur dise ensuite que c'est le principal sponsor étatique du terrorisme dans le monde. Il y a donc eu un effort de propagande de plusieurs décennies pour préparer le terrain à un changement de régime en Iran. Et vous savez, on peut voir cela dans les administrations successives. Même après que Pompeo et Trump, lors du premier mandat de Trump, ont mis fin au programme vraiment imprudent autorisé par Obama, par la CIA et le Pentagone, pour armer les rebelles islamistes afin de renverser Assad. Le travail a continué, et nous avons vu ce que je considère comme la culmination tragique de ce travail il y a quelques semaines, lorsque Assad a fui le pays face au soulèvement islamiste. D'une part, il y a le fait que l'Iran est maintenant et a longtemps été le plus grand et le plus fort adversaire militaire d'Israël. Et bien sûr, les États-Unis sont célèbres pour avoir essentiellement lié leur politique étrangère à celle d'Israël, ou pour y être complètement attachés. Je veux dire, je ne peux pas penser à un autre exemple dans les relations internationales où deux États sont aussi étroitement liés l'un à l'autre, comme le dit souvent John Mearsheimer, unis comme les doigts de la main. Mais d'autre part,
Il y a aussi une rivalité de longue date entre les États-Unis et l'Iran. Et l'Iran a été l'une des premières opérations de changement de régime de la CIA dans les années 1950. Colonel, pouvez-vous expliquer pourquoi, depuis les 70, 80 dernières années, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis semblent avoir constamment essayé de s'immiscer dans les affaires iraniennes et l'ont fait avec succès dans les années 60 et 70. Eh bien, je pense que nous devons comprendre qu'au début de la guerre froide, la Central Intelligence Agency s'est présentée comme un instrument avec lequel nous pouvions modifier les relations internationales en notre faveur. Ils se sont fortement impliqués en Grèce et en Italie. Ils ont en fait influencé de manière spectaculaire les élections en Grèce et en Italie. En Italie, en particulier, on pourrait revenir en arrière, examiner les faits et soutenir que les communistes ont en réalité remporté l'élection en Italie. Mais nous n'allions certainement pas permettre aux communistes de gagner dans les urnes ce qu'ils n'avaient pas gagné sur le champ de bataille. Nous avons accepté le fait, grâce à Churchill, qu'une grande partie de l'Europe de l'Est serait cédée aux Soviétiques. Mais nous n'étions pas prêts à faire cela, ni en Grèce, ni en Italie. L'une des raisons pour lesquelles la Turquie fait partie de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est en grande partie comme un rempart contre le communisme russe. Donc, je pense que c'est en quelque sorte un vestige. Nous avons comment l'appellerions-nous, une gueule de bois de la guerre froide. Et nous continuons à regarder le reste du monde, même après 1991, 92, 93, à travers le même type de prisme. Et donc, nous avons vu notre gouvernement être détourné par un petit nombre de personnes. Ils se désignent eux-mêmes comme néoconservateurs. Certaines personnes les appellent mondialistes. Je suis sûr qu'il y a un mélange des deux qui sont déterminés à ce que nous conservions un monopole de pouvoir. Certainement en Occident, certainement en Europe et au Moyen-Orient. Il y avait toujours cette obsession avec le pétrole et le contrôle de celui-ci, parce que nous nous voyions potentiellement contrôler ce qui se passait en Asie du Nord-Est. Vous vous souviendrez que l'une des raisons pour lesquelles les Japonais ont finalement fait la guerre avec nous était que nous avions imposé un embargo sur l'importation de pétrole au Japon en juillet 1941. À ce moment-là, tout le monde à Washington savait que nous étions sur le chemin de la guerre avec le Japon. Mais c'est ce que FDR voulait. Et donc c'est finalement ce qui s'est passé. Nous sommes toujours dans un état d'esprit similaire aujourd'hui, pensant que si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons prendre le contrôle des champs pétrolifères, alors nous tenons tout le monde en Asie du Nord-Est en otage, en particulier la Chine. Je pense que c'est une pensée infantile pour le moment, mais je pense qu'elle est encore répandue. Cela coïncide avec cette obsession pour Israël, faisant d'Israël notre porte-avions insubmersible qui peut naviguer dans toute la région et allumer des feux. Et je pense que c'est ce que nous faisons en ce moment. Nous sommes essentiellement des incendiaires avec les Israéliens, mettant essentiellement le feu au statu quo. Et bien sûr, le dernier incendie a éclaté est la Syrie. Je pense que cela aura des conséquences extrêmement négatives pour Israël. Mais pour le moment, les Israéliens et leurs amis à Washington célèbrent tous la chute de M. Assad. Je veux dire, ils célébraient aussi le moment où l'Irak a été pris et Saddam Hussein emprisonné, puis finalement pendu, ainsi que M. Kadhafi. James, pensez-vous que ces deux pays, l'Irak et la Libye, ont finalement été plongés dans le chaos et que cela n'a pas vraiment amélioré la situation pour Israël? Cela n'a fait que créer de nouvelles alliances d'ennemis contre Israël. Et en voyant maintenant, en Syrie, la prise de pouvoir par les islamistes, j'ai du mal à croire que cela soit mieux que le régime d'Assad pour Israël. Comment voyez-vous cela?
Je pense qu'à long terme, ce sera un désastre. À court terme, les gens seraient surpris de réaliser que les Israéliens se sont alliés avec ces personnes. Ils ont soutenu, comme nous, ces terroristes islamistes parce qu'ils sont comme nous obsédés par l'Iran. Donc détruire l'État syrien, ce qui se passe actuellement, a essentiellement dégagé un chemin pour eux sans aucune résistance. Aucune sorte de résistance militaire pour que leurs forces aériennes puissent survoler la Syrie, ouvrant l'espace aérien pour attaquer l'Iran. Je veux revenir un instant cependant à votre question sur les racines de l'obsession américaine pour l'Iran. Bien sûr, 1954, je crois, a été un marqueur très important à cet égard. Mais je pense que nous ne devrions pas ignorer le rôle que le président Carter et son conseiller à la sécurité nationale néoconservateur d'origine polonaise, Zbigniew Brzezinski, ont joué dans le problème que nous avons maintenant. C'était leur insistance contre l'avis de personnes très compétentes, comme le sous-secrétaire d'État George Ball, qui a soutenu et ensuite amené dans le pays le Shah d'Iran. Cela a été une chose extrêmement dommageable, car cela a vraiment contrarié les islamistes qui prenaient le contrôle de l'Iran à l'époque. Et cela a mis nos deux pays sur cette sorte de trajectoire de collision sur laquelle nous sommes maintenant. La réponse à l'accueil du Shah pour un traitement médical a bien sûr entraîné la prise de l'ambassade des États-Unis et la capture des 66 otages. Et puis bien sûr, cela a déclenché la décision désastreuse, sous l'impulsion de Brzezinski, de lancer cette opération de sauvetage qui a si tragiquement échoué. Donc vous savez, nous avons une longue histoire d'antagonisme avec l'Iran, mais cela n'aurait pas dû être ainsi, si ce n'était pour les idéologues néoconservateurs qui ont pris le contrôle des leviers du pouvoir. Et donc, certaines choses, malheureusement, ne changent jamais. L'Iran est l'un de ces pays qui a une longue expérience de l'interventionnisme occidental. On oublie souvent qu'en 1940 ou 1941, le père du Shah a été renversé par les Britanniques et les Soviétiques lorsque l'Iran a essayé de rester neutre, n'est-ce pas? Et nous continuons. Cette politique d'interventionnisme occidental continue. Mais maintenant, nous en sommes au point où, maintenant que les défenses aériennes syriennes sont détruites, dans de nombreux médias occidentaux, nous lisons que la voie pour attaquer l'Iran est ouverte, comme si les missiles israéliens pouvaient maintenant frapper Téhéran. Colonel, si je regarde la carte, je vois qu'entre la Syrie et l'Irak, il y a encore une grande partie de l'Iran, ou des parties de la Turquie, ou, selon la façon dont vous voulez tirer, même aussi la Jordanie. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on dit que la Syrie était le pivot si important dans les défenses de l'Iran? Je pense que cela a à voir avec l'une des choses que vous avez mentionnées, la capacité de survol maintenant. Il n'y a rien pour interférer avec le vol d'un groupe de frappe visant à détruire des sites de missiles ou des sites de développement nucléaire ou autre chose en Iran via la Syrie. Nous et les Israéliens avons survolé la Jordanie et l'Arabie saoudite à volonté, de toute façon. Cela ajoute simplement plus d'espace aérien. C'est aussi une route vers l'Azerbaïdjan. Et le gouvernement azéri là-bas, même s'ils sont turcs comme M. Erdogan, est très favorable à Israël parce que les Israéliens les ont soutenus contre les Arméniens. Et donc c'est une autre plateforme à partir de laquelle lancer des attaques contre l'Iran. En d'autres termes, les Israéliens font tout ce qui est en leur pouvoir pour encercler l'Iran. Cependant, il y a un problème avec la vision d'ensemble, et cela vous ramène à ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Ce n'est pas seulement une question des États-Unis, bien que nous ayons évidemment financé la plupart des insurgés ainsi que leur équipement et leur formation. La Turquie a également joué un rôle majeur dans cette affaire, tout comme le Mossad et le MI6. Je ne les exclurai pas.
Partout où nous opérons, inévitablement, le MI6 est dans les parages. Le problème avec tout cela, c'est que M. Erdogan ressemble beaucoup à Joseph Staline. Erdogan is very much like Joseph Stalin. He's not going to announce a new jihad against Israel. Il ne va pas annoncer un nouveau jihad contre Israël, mais c'est quelqu'un qui reste en retrait, en attendant l'opportunité de profiter du démantèlement ou du désassemblage de la Syrie. Et c'est ce qu'il a fait. Vous savez, le chef des services de renseignement iranien est arrivé à Damas il y a quelques jours, et il a fait quelque chose de très symbolique. Si vous êtes musulman, surtout si vous êtes turc, mais musulman en général, musulman sunnite, il a immédiatement atterri et s'est rendu à la mosquée des Omeyyades à Damas pour prier. Et de là, il est allé interagir avec le leader du HTS, Jolani, et d'autres. La raison pour laquelle c'est significatif est que c'est le deuxième califat après Muhammad. Vous avez les Omeyyades, qui ont régné pendant presque 100 ans, entre environ 840 et 950, quelque part dans cette période. Et Damas est alors devenue une capitale de l'islam, certainement sous les Turcs seldjoukides, et par la suite pendant l'Empire ottoman. Donc c'est un retour, si vous voulez, de l'Empire. Maintenant, il a également été mentionné que le ministre des Affaires étrangères va visiter. Il est peut-être déjà arrivé là-bas, je ne sais pas. Mais inévitablement, M. Erdogan visitera Damas. Et vous pouvez parier que son premier arrêt sera la mosquée des Omeyyades. Maintenant, que veut-il de la Syrie? Eh bien, cela lui donne l'occasion d'anéantir les Kurdes. Et rappelez-vous, les Kurdes sont soutenus par nous, financés par nous, formés et équipés par nous, ainsi que par les Israéliens. Maintenant, est-ce que nous ou les Israéliens allons soudainement nous ranger du côté des Kurdes contre les forces armées turques lorsqu'elles se retourneront enfin contre les Kurdes? Eh bien, je laisse cela à votre audience. Vous pouvez organiser un sondage et recueillir des votes pour voir qui croit ce qui va se passer. Je ne pense pas que nous le ferons. Les Turcs vont en finir avec les Kurdes. Ensuite, la question est de savoir ce qui se passe ensuite. Parce que je soutiendrai que si vous regardez cette frontière, qui s'étend juste un peu au sud de Damas en ce moment, à travers toute la Syrie, en d'autres termes, cette chose que les Israéliens appellent une zone de sécurité, ainsi que les zones qu'ils colonisent actuellement près des montagnes du côté ouest, je pense que ce que nous allons voir se produire, c'est que ça deviendra effectivement la frontière de la Turquie et d'Israël. Les Israéliens font maintenant face à la perspective peu réjouissante d'une frontière avec la Turquie, avec très peu de distance entre eux et les Turcs. La question est, quelle est notre position dans tout cela? Rappelez-vous, tout ce que les Israéliens font et ont fait jusqu'à présent repose sur notre soutien inconditionnel, notre disponibilité inébranlable, peu importe ce qu'ils font, peu importe combien de millions de personnes ils expulsent ou tuent ou détruisent, notre soutien pour cela. La question est, combien de temps ce soutien sera-t-il encore là? Peuvent-ils parier dessus? Donc, si j'étais un Israélien en ce moment, je considérerais toute cette affaire avec beaucoup d'appréhension. Et je pense que les officiers supérieurs des forces de défense israéliennes le voient en ces termes, parce que leur armée n'est pas très grande. Il a subi des coups, contrairement à la croyance populaire, de la part du Hezbollah et du Hamas. Il est surmené. La possibilité qu'ils aient besoin de se battre ailleurs est effrayante. Et ils dépendent largement de leurs forces aériennes pour faire le travail. Maintenant, ils vont affronter un ennemi qui dispose de véritables défenses aériennes, des défenses aériennes intégrées en Iran. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de dire que si vous êtes à la place de Monsieur Netanyahou maintenant, vous devez prendre des décisions difficiles. Retirez-vous et essayez-vous de consolider ce que vous avez. Et risquez-vous que ce pouvoir turc en Syrie se métastase en quelque chose de beaucoup plus grand et plus problématique. Ou bien dites-vous,
pendant que les Turcs sont occupés avec les Kurdes, nous nous attaquons à l'Iran tant que nous avons le soutien des États-Unis. Nous sommes largement d'accord pour dire que c'est probablement la deuxième option. Car s'ils vont s'attaquer à l'Iran, il ferait mieux d'y aller bientôt, avant la prochaine élection. Maintenant, pourquoi cela serait-il? Eh bien, c'est parce que nous ne savons pas vraiment ce que M. Trump fera. Je sais que tout le monde dit « Oh, eh bien, il est dur et ferme pour les Israéliens. » Mais ayant travaillé avec lui et l'ayant vu en action, il est imprévisible et il peut décider « Eh bien, vous savez, je ne veux vraiment pas soutenir cela et je veux vraiment un accord. » Vous l'entendez souvent dire cela. M. Netanyahou ne veut pas d'accord. Il veut la destruction de la direction iranienne. Nous parlerons de la destruction dans un instant. Mais James, il y a deux précédents de la première administration Trump que j'ai du mal à concilier, mais peut-être que vous deux le pouvez. L'un est que M. Trump est celui qui a quitté le JCPOA, l'accord avec lequel tout le monde, y compris le chien de garde atomique, disait que les Iraniens étaient d'accord. Je veux dire, ils n'ont pas essayé de dépasser les limites de matière nucléaire enrichie, d'eau lourde ou d'enrichissement, n'est-ce pas, de leur plutonium ou uranium, peu importe ce qu'ils utilisaient pour créer une bombe. Il a quitté cela, et cela a été, pour moi, assez dommageable pour toute la stabilité de maintenir un couvercle sur la production d'armes nucléaires iraniennes. Mais l'autre moment était celui du pétrolier. Je pense que c'était en 2019, lorsqu'il y a eu une énorme conflagration dans le détroit. Il y a eu un moment où un drone américain, je crois, a été abattu par les Iraniens, et il y a presque eu une guerre. Je veux dire, les États-Unis ont presque attaqué l'endroit d'où ce drone a été abattu. Mais ensuite, le président Trump a dit non. Apparemment, selon des sources, Trump a dit non parce que cela aurait inclus des victimes iraniennes. Trump a dit que c'était disproportionné. Nous n'allons pas faire ça. Après cela, l'épisode s'est calmé et une guerre a été évitée. Peut-être d'abord James puis colonel. Que pensez-vous que cela nous dit sur la façon dont M. Trump aborde l'Iran? Je pense que ça pourrait parler plus généralement de, et Doug peut me corriger si je me trompe, l'approche de Trump en matière d'affaires étrangères en général. En d'autres termes, il n'a aucun problème à déchirer des accords, surtout ceux qui ne portent pas son nom. Mais il semble avoir une aversion pour causer des pertes, américaines ou autres. Donc, bien que je ne pense pas qu'il y ait nécessairement réfléchi, il a probablement reçu de mauvais conseils concernant la rupture de l'accord nucléaire iranien. Je veux dire, soyons justes. Biden vient de terminer 4 ans, ou quiconque était en fonction, pendant 4 ans sous Biden-Harris. Et vous savez, ils ont sauté de joie et critiqué Trump quand il a déchiré l'accord. Ils ont eu 4 ans pour remettre l'accord en place, et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc c'était un geste extrêmement dommageable. Donc, eh bien, je pense que tant le président Trump que le président Biden sont otages du lobby israélien. Nous devons être francs à ce sujet. Le lobby israélien contrôle d'énormes votes au Congrès d'une manière ou d'une autre concernant tout ce qui est important pour eux. Et je pense que James a raison lorsqu'il dit que le président Trump a décidé « Eh bien, quelle différence cela fait-il pour moi, ce qui se passe avec le JCPOA? Je n'ai pas négocié cela et je peux le faire, et mes amis du lobby israélien me soutiendront. » Il a également lancé des missiles 2 fois dans le sable en Syrie, où ils n'ont absolument causé aucun dommage et n'ont eu aucun effet. Et nous savons que la réponse était à 2 faux drapeaux mis en scène par le MI6 avec les casques blancs en Syrie. Eh bien, il continue d'agir comme si, voyez, j'étais dur et décisif. J'ai lancé ces missiles. Donc, je pense qu'il y a aussi une partie de cela. Je veux être dur. Je veux être une personne forte. Je veux être un gars fort.
ce qui est un peu agaçant, parce que je ne pense pas qu'il ait besoin de le prouver à l'international ou sur le plan national. Mais néanmoins, je pense que cela joue un rôle dans cette affaire. Mais vous parlez du Global Hawk. Et il a été pris en embuscade parce que cela a été arrangé avec le général Mackenzie, qui a détourné ce Global Hawk particulier, qui était une plateforme ISR. Il ressemble à un petit B-52 qui transporte un ensemble de renseignements, de surveillance, de reconnaissance et de communication. Et il l'a délibérément fait voler le long de l'ADIZ, la zone d'identification de défense aérienne, à travers le détroit d'Ormuz, puis au milieu du golfe Persique. Techniquement, devant un tribunal de droit international, les Iraniens avaient tout à fait le droit de l'abattre. Ils n'en avaient jamais été informés. C'était un avion militaire. Ils avaient l'option de l'abattre, et ils l'ont fait. Je ne pense pas que le président Trump était conscient que son conseiller à la sécurité nationale et les chefs d'état-major avaient fait cela, que cela s'était produit à son insu. Si cela s'était produit avec sa connaissance, je ne pense pas qu'il en comprenait les ramifications. Mais quand ça lui a été présenté, l'une de ses questions était « Que se passe-t-il après que nous lançons ce paquet de frappes pour punir les Iraniens? Et ensuite, combien de personnes seront tuées ?» Quand il a été clair pour lui qu'il y aurait beaucoup de personnes tuées et qu'il n'y avait pas de plan pour ce qu'il fallait faire après la frappe, il a dit non. Et j'étais à proximité à ce moment-là. Et j'étais passé chez Tucker Carlson et j'avais exposé cela exactement de cette manière. Il l'a vu et d'autres lui ont dit la même chose en privé. Mais il avait ajouté ses fourgons et des dispositifs de communication élaborés à la Maison-Blanche. Tout le monde s'attendait à une guerre. L'armée de l'air avait son plan d'attaque prêt avec des B-2 et ainsi de suite. Et il a tout annulé. Et il y a eu une énorme déception. Vous savez, oh mince, on l'avait presque. On avait une guerre et on l'a perdue. C'est insensé. Et donc maintenant, vous l'avez entendu dire à plusieurs reprises, j'ai dit à M. Netanyahou que je voulais qu'il termine cette guerre avant mon investiture. Eh bien, bonne chance avec ça. Mais il le dit. Et je pense qu'il le pense sans nécessairement comprendre que c'est déjà hors de contrôle. Cela a dépassé les soi-disant limites auxquelles nous sommes habitués. Pouvez-vous développer cela? Et aussi, comme le troisième épisode que j'ai oublié, qui a été approuvé par M. Trump, l'assassinat de M. Soleimani, le chef des forces iraniennes, lorsqu'il était à Bagdad, n'est-ce pas? Et aussi, le fait que l'Iran essaie constamment de désamorcer après ce genre de frappe. Nous avons vu cela au cours de l'année dernière encore et encore, avec l'attaque contre leur consulat en Syrie, avec les frappes d'Israël et avec l'assassinat de l'un des porte-paroles ou dirigeants du Hamas à Téhéran. Les Iraniens ripostent constamment, mais ils le font de manière très claire en disant « Arrêtez ça. Nous ne voulons pas entrer en guerre avec vous. Nous pourrions vous frapper, mais nous ne le faisons pas. Nous ne voulons pas. » Peut-être le colonel d'abord, puis James. Non, tu as raison. C'était un développement intéressant. Et il faut se rappeler qu'il n'a pas pris cette décision de manière isolée. Si je me souviens bien, il avait Lindsey Graham assis avec lui dans un bureau. Je ne sais pas si le sénateur Rubio était là. Il y avait peut-être un autre sénateur présent. On m'a appelé et demandé mon avis quand j'étais considéré pour la nomination en tant qu'ambassadeur en Allemagne. Un sénateur américain m'a demandé directement et je lui ai dit que j'avais reçu un appel téléphonique, non pas du président Trump, mais de quelqu'un du personnel me demandant mon opinion. J'ai dit que c'était horrible. Ne le faites pas. Monsieur Soleimani, ou le général Soleimani, est un membre du gouvernement iranien. Techniquement, selon la loi, nous tuons un membre d'un gouvernement étranger. Il y a des lois contre cela. C'est un assassinat. Cela ne devrait pas arriver. Vous aviez toutes ces personnes dans l'armée, soit des vétérans, soit des personnes qui servaient encore, qui avaient une rancune contre l'Iran,
parce que les Iraniens ont fourni beaucoup d'expertise, de soutien technique et vous savez d'armement, notamment sous forme de dispositifs explosifs improvisés aux soi-disant insurgés en Irak. Et ma réponse à cela était, eh bien, que ferions-nous si nous voyions des armées étrangères au Mexique et que les Mexicains les combattaient? Nous aiderions les Mexicains. Donc, nous ne devrions pas être surpris par cela. Mais l'autre point était que Soleimani avait rendu un service remarquable contre le I et nous avait aidé à détruire une grande partie de cette menace islamiste sunnite. Donc, j'étais opposé à cela, mais on m'a dit non, c'est quelque chose qui va se produire. Et bien sûr, il a dit, oui, strong. Et bien sûr, les Israéliens le voulaient désespérément. Ils voyaient Soleimani comme l'antéchrist et voulaient effectivement sa mort. Et je pense qu'enfin, le président Trump a dit « OK, tuons-le ». Et c'était quelque chose que nous ne ferions normalement pas, Pascal, parce qu'il avait parlé sur une ligne ouverte sur un téléphone portable. Normalement, il était très prudent et très attentif, mais il l'a fait. Et c'est ce qui l'a tué. Il savait exactement où il se trouvait, ainsi que les personnes à côté de lui qui étaient des subordonnés irakiens et iraniens. Donc nous sommes ici. Et ce genre de choses est dangereux. Et c'est pourquoi il est si important que le président s'entoure de personnes qui ne sont pas émotionnelles et qui soutiennent activement ses intentions sans essayer de l'orienter dans la mauvaise direction. Et c'est un autre problème. James Cardin peut en parler. Oui, nous avons M. Waltz qui sera probablement le conseiller à la sécurité nationale, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu, James? What do you think, James? Eh bien, pas grand-chose. Mais je tiens à souligner quelque chose dont Doug a parlé, à savoir l'influence du lobby israélien sur cette politique envers l'Iran. Je voudrais souligner que, même après, comme je l'ai dit auparavant, que Trump et Pompeo ont mis fin à ces programmes de l'ère Obama, la pression du lobby israélien sur Capitol Hill pour mener une guerre économique contre la Syrie s'est vraiment intensifiée. Nous l'avons vu en 2019 avec l'adoption du Caesar Syria Civilian Protection Act, qui a imposé des sanctions sectorielles. L'objectif était de paralyser l'économie et de cibler les Syriens ordinaires. Cela a été mené par les défenseurs les plus passionnés du lobby, y compris des personnes comme le député Eliot Engel, le sénateur déshonoré du New Jersey, Robert Menendez, et le sénateur sortant du Maryland, Ben Cardin. Mais vous savez, les sanctions César n'étaient pas suffisantes. Donc 2 ans plus tard, sous Biden, l'accent a été mis sur la démocratie et l'opposition américaine à la reconstruction de la Syrie. Et donc, vous savez, Anthony Blinken l'a dit très ouvertement en octobre 2021, il a dit que notre position est de s'opposer à la reconstruction de la Syrie. Et bien sûr, le Comité des Affaires étrangères de la Chambre a adopté la loi anti-normalisation d'Assad qui a renforcé les sanctions César. Et donc, ce que vous aviez vraiment, c'était une sorte de guerre économique secrète menée contre l'État syrien. Et bien sûr, ce n'était pas Assad lui-même dans son palais qui souffrait, c'était les gens ordinaires. Et bien sûr, cela explique en grande partie pourquoi il a été si facile pour ce groupe islamiste de marcher directement vers Damas il y a seulement quelques semaines. Maintenant, la seule stratégie à long terme que je peux discerner pour qu'Israël atteigne ses objectifs de domination régionale, d'être le leader, est de mettre le feu au reste autour de lui et de maintenir tout le monde divisé. Nous voyons, par exemple, comment cela fonctionne avec les Kurdes. Nous avons 24 millions de Kurdes dans cette région, répartis sur 5 pays, mais le fait qu'ils soient divisés enlève beaucoup de leur capacité. Mais le peuple reste. En Iran, nous avons une grande partie de la population qui n'est en fait pas tout à fait en accord avec leur gouvernement et qui dit même « Pourquoi voudrions-nous aller mourir pour les Palestiniens ?» Bien que, ou à cause du fait que, leur gouvernement veuille soutenir très fortement les Palestiniens.
Mais si vous faites exploser cela, tout ce que vous faites, c'est créer de nouvelles opportunités de reconfiguration. Et colonel, vous avez déjà fait allusion au fait que nous pourrions maintenant avoir non pas une frontière de jure, mais une frontière de facto entre Israël et la Turquie, ou du moins leurs forces, si l'Iran était effectivement attaqué. Et je crois que vous pensez tous les deux que cela arrive maintenant, parce que les forces poussent toutes dans cette direction. N'est-ce pas extrêmement dangereux de réellement libérer des forces en Asie de l'Ouest, qu'Israël, ni les États-Unis, ne pourraient même imaginer pour le moment? Je dirais qu'il y a une sacrée bonne probabilité que cela se produise. Oui, vous devez comprendre qu'en ce moment, l'impact de la désintégration de la Syrie et l'expansion de ces terroristes islamistes se font sentir en Égypte. Cela se fait sentir en Jordanie. Les gens se demandent si la Jordanie va tenir le coup. Tant le roi jordanien, que je pense être un homme très décent et honorable, que le général Sisi au Caire sont vus comme des marionnettes israélo-américaines par leur population. On se demande donc combien de temps cela peut encore durer. Maintenant, Sisi a récemment donné des ordres pour préparer l'armée à combattre. Nous voyons quelques preuves de cela. Il attend, et il va observer attentivement ce que font les Turcs. Et il est allé en Turquie, tout comme des membres de son cercle proche, pour négocier et discuter de ces questions avec Erdogan. Je pense que c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte. Nous ne savons pas exactement où cela mènera, mais nous pouvons dire quelque chose avec certitude. L'une d'elles est que les Russes n'abandonneront pas l'Iran. C'est une certitude absolue. Donc, ils soutiendront les Iraniens. Les Turcs ne vont pas aider à détruire l'Iran. C'est un pas trop loin pour eux. C'est une guerre qu'ils ne veulent pas avoir à mener. Mais les Turcs pourraient très facilement se retourner contre les Israéliens. Donc, c'est réel. Et nous avons tendance à oublier qu'il n'y a eu que deux grandes puissances dans cette région pendant la majeure partie des 1000 dernières années. L'un est la Turquie et l'autre est la Perse. Cela a soit été un empire dirigé par les Turcs, soit un empire dirigé par les Perses. Et ils se sont battus entre eux tout au long des années 1600 et 1700 pour la domination de tous ces endroits. Nous oublions que la frontière actuelle de l'Est de l'Irak a résulté dans les années 1840 d'une fin négociée d'une guerre entre la Perse et la Turquie. Et il peut être intéressant pour certaines personnes de savoir que la personne qui est intervenue à négocier cela et à régler cette guerre était le tsar de Russie. En d'autres termes, tous ces peuples ont vécu ensemble depuis longtemps. Ils se connaissent tous, ils comprennent leurs intérêts. Le problème est, où nous situons-nous? Quels sont nos véritables intérêts stratégiques vitaux? Quels sont les intérêts qui déterminent si nous allons ou non en guerre? Ces questions ne sont pas posées. Il n'y a pas de débat au Congrès. Personne ne pose ces questions. Il n'y a pas de grande stratégie. La stratégie actuelle est de donner à Israël tout ce qu'il veut, et ils réussiront. C'est tout. Il n'y a pas de stratégie à cela. Et il n'y a pas de limitation sur ce que les Israéliens peuvent ou ne peuvent pas faire. Mon point précédent était que cela pourrait éventuellement changer d'une certaine manière après que Trump devienne président. Parce que je l'ai vu en action, je l'ai vu le faire auparavant. Il pourrait refaire quelque chose de similaire. C'est pourquoi je pense que Netanyahou décidera d'agir. James, pouvez-vous expliquer l'obsession des États-Unis pour l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient? Encore une fois, il n'y a pas de menace pour le territoire américain provenant de cette région. Installer Israël de manière à lui permettre de prospérer dans son voisinage a été tenté avec Oslo en 1993, et ainsi de suite. Tout est parti à volo, bien sûr, mais il y aurait tant d'approches autres que de faire la guerre.
Eh bien, il n'y a qu'une seule explication à cela. La politique étrangère américaine en Asie de l'Ouest est dirigée depuis Tel Aviv. Désolé, mais c'est le cas. Mais ce que nous allons probablement voir, ce sont deux choses. La première est malheureusement une attaque à l'instigation de Netanyahou contre l'Iran. Et c'est quelque chose qui, je pense, doit être fait avant que la Russie ne termine ses opérations en Ukraine et avant que le bain de sang inévitable ne s'en suive en Syrie. L'autre chose, et Doug y a fait allusion, c'est qu'il y a une très forte probabilité que nous assistions à une sorte de printemps arabe par-ci d'eux, en raison du refus de ces dirigeants arabes de lever le petit doigt pour empêcher le nettoyage ethnique et le génocide que les Israéliens ont perpétré contre les Palestiniens. Donc, l'agitation dans ce qu'on appelle la rue arabe est présente et dangereuse. Et ce que nous allons voir, je pense, c'est des problèmes venant de toutes sortes de directions au Moyen-Orient. L'autre chose que, bien sûr, les décideurs américains n'apprécient pas, c'est la valeur de la stabilité. Donc, quels que soient les problèmes au niveau des droits de l'homme avec Assad, au moins il maintenait les choses sous contrôle. Vous savez, ce que je pense que nous devrions nous attendre à voir maintenant, c'est ce qui s'est passé à la suite de notre renversement très myope et contre-productif de Kadhafi en Libye. Et la première partie de l'opération du régime syrien a eu lieu il y a environ 10 à 12 ans. Cela a entraîné des flux migratoires massifs hors de Syrie vers la Turquie et l'Europe. Cela représente un défi de sécurité très très sérieux pour nos partenaires européens et potentiellement pour nous. C'est là que nous devrions concentrer nos énergies, pas en jouant au grand jeu en Asie de l'Ouest. Ce n'est pas pour nous. Ce sur quoi nous devons vraiment nous concentrer maintenant. Malheureusement, ce sont les problèmes que nous avons causés nous-mêmes en termes de potentielles attaques terroristes en Europe et en Amérique. Oui, et ce sont, bien sûr, les opinions de ceux qui aimeraient voir les États-Unis restreindre leur capacité militaire à l'étranger. Mais un autre facteur que j'aimerais discuter avec vous, messieurs, lorsqu'une guerre se termine ou lorsqu'une crise se termine, nous assistons souvent à un passage complet à une autre crise. Nous l'avons vu avec la fin de la crise du coronavirus, qui s'est essentiellement terminée avec la guerre en Ukraine, car soudainement, l'attention s'est portée là-bas. Aussi, l'humiliation des États-Unis en Afghanistan a été immédiatement oubliée, une fois que, comme 6 mois plus tard, la guerre a éclaté. Moins de 6 mois, seulement 5 mois plus tard, en février 2022, en Ukraine. Et maintenant, il semble que la guerre en Ukraine s'essouffle, parce que seuls les aveugles ne pourraient pas lire les signes de ce qui s'y passe. Mais pensez-vous aussi que cela pourrait ajouter, en plus de la pression pour ouvrir un nouveau front, également un front mental sur lequel se concentrer militairement pour les États-Unis? Ou est-ce que je surinterprète un peu cela, colonel? Non, je ne pense pas. Je pense que ce à quoi vous faites allusion est autre chose que nous mentionnons fréquemment, mais que nous n'approfondissons pas. Et c'est que la Central Intelligence Agency est une force en soi. Il y a certains comportements habituels ou routiniers qui sont maintenant institutionnalisés, impliquant l'ingérence sur l'hypothèse que vous pouvez vous immiscer et désactiver votre adversaire potentiel. Vous pouvez obtenir un avantage pour nous à moindre coût. Quelque chose comme le National Endowment for Democracy n'est vraiment rien de plus qu'une façade pour le même type d'activité. Partout où vous l'avez, ils sont essentiellement occupés à pousser la subversion et à essayer de saper le régime en place. Ce genre de choses doit cesser. Je pense que James a touché quelque chose quand il a parlé du grand jeu. Nous avons toujours eu une certaine influence exercée sur nous par les Britanniques, dans une moindre mesure par les Français,
qui sont des impérialistes de longue date. Et en fait, je parlais ce week-end avec quelqu'un qui est britannique, et j'ai dit, qu'est-ce que c'est pour la Grande-Bretagne que vous allez justifier une intervention dans cette partie du monde? Qu'y a-t-il à gagner? Et il a dit, Douglas, vous savez, nous sommes une puissance impériale frustrée. Et donc, si nous pouvons nous joindre à vous dans vos ingérences, alors nous avons l'impression d'être encore puissants et influents. Je veux dire, c'est peut-être une réponse simpliste, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit inexacte. Maintenant, ce n'est pas un commentaire sur le peuple britannique. Je pense que le peuple britannique est totalement désintéressé, tout comme les Américains sont désintéressés. Je ne pense pas que les Français soient intéressés. Je sais que les Allemands ne le sont pas. Donc, vous parlez d'une classe dirigeante d'élite néoconservatrice, de mondialistes et d'impérialistes en herbe qui opèrent sans responsabilité, principalement parce que leur structure parlementaire, certainement vraie en Grande-Bretagne, et c'est vrai pour nous à Washington, sont dans les poches de personnes avec beaucoup d'argent qui veulent voir ces choses se produire. C'est regrettable. Je voulais cependant faire un commentaire qui renvoie à quelque chose que vous avez demandé plus tôt. C'est de retour à comment ces choses se produisent. Quand Eisenhower était président, nous avons eu cet incident malheureux avec le U-2. Il a été abattu au-dessus de l'Union soviétique. Et 6 mois, je pense que c'est probablement 5 mois, 4 mois et demi à 5 mois plus tôt, Eisenhower s'était tourné vers le général de division, qui était son aide militaire et assistant, et avait dit « Dites à l'armée de l'air d'arrêter ça. Plus de survol. » Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous allons avoir des satellites. Ils avaient déjà compris que cela allait rendre ces survols obsolètes. C'est trop dangereux. Arrêtez-les. Il a transmis cela, mais cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit parce que c'était déjà programmé. C'était déjà routinisé. Ils ont dit « Oh, eh bien, c'est l'heure d'un autre vol de U-2 au-dessus de l'Union soviétique. » Et il n'y avait pas de note indiquant que le président avait dit de ne plus le faire. Maintenant, je sais que ça semble ridicule, mais c'est vrai. Et ce genre de choses est dangereux. Et cela peut arriver à n'importe quel président. Et je pense certainement que c'est un danger que le président Trump doit affronter tôt et comprendre. L'erreur a été commise parce que personne n'est allé à l'armée de l'air pour examiner les commandes de frappe, le commandement des bombardiers stratégiques et tout le reste pour dire « Attendez une minute, est-ce que cela s'est arrêté? Avez-vous exécuté comme ordonné? » Et le chef d'état-major est un homme occupé. Il ne s'est probablement pas impliqué, n'a pas beaucoup réfléchi dans un sens ou dans l'autre. C'est le problème. Nous sommes grands, nous sommes énormes. La bureaucratie est immense. Et les choses prennent en quelque sorte leur propre vie et elles continuent encore et encore jusqu'à ce que quelqu'un vienne et dise « soit nous allons faire la guerre, soit ça doit s'arrêter ». Et c'est ma grande crainte en ce moment. Il y a trop de choses déclenchées pour se produire sans ordre spécifique. C'est extrêmement important. Et James, en un sens, les États-Unis ne se résument pas seulement au président américain, et la Russie ne se résume pas seulement à Vladimir Poutine, et l'Iran ne se résume pas seulement à l'ayatollah. Ce sont des systèmes entiers. Très, très importants, James. Oui, je pense que Doug a raison. Pour que quelque chose change, Donald Trump va devoir faire 2 choses qu'aucun président américain n'a faites jusqu'à présent. Et comme le dit Doug, c'est un individu assez particulier, un personnage imprévisible. Alors qui sait? Il pourrait le faire. Mais la première chose est qu'il doit s'attaquer aux lobbies étrangers à Washington. Les lobbies étrangers ont beaucoup trop d'influence sur la formulation et la conduite de la politique étrangère américaine. Et je ne parle pas seulement du lobby israélien. Vous savez, il y a ce que j'appelle un lobby des nations captives, qui est une sorte de relique de la guerre froide
et qui dicte vraiment la politique américaine en Ukraine. L'autre chose qu'il doit affronter, et il semble qu'il y ait un certain appétit pour le faire, c'est la bureaucratie, l'État permanent. Et vraiment, la leçon que Trump doit apprendre, et il ne voudrait probablement pas l'entendre, c'est qu'il doit faire quelque chose qu'Obama n'a pas réussi à faire. Et ce qu'Obama n'a pas réussi à faire, c'est vraiment de réduire le personnel, d'aller en profondeur dans la bureaucratie et d'éliminer les personnes qui allaient s'opposer à ces initiatives. Et c'est ce qu'il doit faire. Ils doivent entrer là-dedans et arrêter de nommer ces néoconservateurs qui ne vont pas mettre en œuvre son programme America First. Et vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de débats sur la personne qu'il va nommer comme principal expert du Moyen-Orient au département d'État. D'un côté, il y a ce néoconservateur issu de la tradition de Bush Cheney. Et vous savez, il y a du sang neuf, mais il y a une véritable bataille en coulisses, je pense, entre l'Amérique d'abord et l'ancien néoconservatisme. Donc, nous devrons attendre et voir. Mais il doit vraiment s'attaquer à l'influence étrangère à Washington et aux néoconservateurs qui sont profondément enracinés dans la bureaucratie de la sécurité nationale. Colonel, le dernier mot vous revient. Si le président élu Donald Trump écoutait ce podcast, que devrait-il faire pour défaire cette immensité des États-Unis que vous venez de décrire, et pour éviter un moment de toi aussi, où les niveaux inférieurs n'obéissent pas à ce qu'il fait, dans le sens où James l'a fait? Ou devrait-il simplement annoncer des politiques cardinales et dire que personne ne doit agir contre la politique X, que nous n'allons pas entrer en guerre avec l'Iran, ou des choses comme ça? Que conseilleriez-vous? Je pense qu'il serait utile pour lui de préciser, soit de manière informelle, soit par des canaux spécifiques, que nous ne sommes pas intéressés par une guerre avec l'Iran. Je pense que cela devrait être très très clair. Et il devrait se prémunir contre la possibilité d'être pris au dépourvu après le 20 janvier. Maintenant, il n'y a personne à ma connaissance, à la Maison-Blanche, qui va dire cela en ce moment. Ils peuvent le dire en privé, mais ils ne sont pas vraiment aux commandes. C'est le problème. Je ne pense pas qu'ils aient jamais été complètement aux commandes. Je pense qu'il y a des oligarques riches en coulisses qui travaillent en étroite collaboration avec les Israéliens pour faire avancer les choses. Et ils ont nommé des personnes pour occuper des postes au sein du département de la Défense et du département d'État ailleurs, qui exécuteront cette volonté. La première chose qu'il peut faire maintenant est d'envoyer ce message. Mais je dirais que, franchement, il est encore plus important de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent indique que cela ne va pas se produire. Il a maintenant dit qu'il allait continuer l'aide. Eh bien, le moyen le plus rapide d'arrêter cette guerre est de suspendre l'aide. Quelqu'un doit s'asseoir avec le président et lui faire remarquer que 50% de tout ce que nous avons envoyé en termes d'argent et d'équipement a fini par être gaspillé à cause de la criminalité, du marché noir, des pots de vin, etc. Alors pourquoi voudriez-vous faire cela? Et dès que vous dites que vous n'allez plus envoyer d'aide militaire, la guerre sera terminée. Ensuite, cela ressemblera à nos amis en Afghanistan, vous savez, remplissant leurs voitures et avions de sacs d'argent et fuyant le pays. À ce stade, c'est fini pour eux. Ils en ont assez. Nous devons accepter cette réalité. Et l'autre chose que je pense, c'est qu'ils devraient dire « Je veux que tout le personnel américain, militaire ou autre, en uniforme ou non, soit hors d'Ukraine à une date précise, de préférence dès que possible. » Maintenant, qu'est-ce que cela fait? Cela montre clairement que nous en avons assez. Et la balle sera alors dans le camp européen. Ce sera alors aux Allemands, aux Polonais, aux Français, aux Lituaniens, aux Lettons, aux Estoniens, aux Roumains, aux Slovaques et aux Bulgares de décider. Les gars, nous partons.
Cela signifie que les soi-disant membres de l'OTAN vont se replier. Sans nous, c'est fini. Très bien, c'est fini. Vous savez, et vous devriez leur dire, je suis heureux d'accueillir la conférence. Je te soutiendrai. Tu sais, assieds-toi et règle ça avec Moscou. Mais cela nous en sort, et c'est quelque chose qu'il a dit vouloir. Il ne veut pas que nous soyons le premier intervenant. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit que l'OTAN doit devenir européenne. Beaucoup d'Européens ressentent cela aussi. Eh bien, laissons cela se produire. Je pense que c'est très important. S'il fait cela, il pourrait découvrir que la Russie est un partenaire plus conciliant stratégiquement au Moyen-Orient. Mais pour l'instant, il a un adversaire à Moscou et il n'y a pas de bonnes nouvelles à l'horizon au Moyen-Orient. Tout s'effondre là-bas. Les Russes en ont assez. Ils ne vont pas le soutenir parce qu'ils nous voient comme des incendiaires. C'est ce que nous sommes. Donc tu cherches une stratégie. C'est une stratégie pour incendie. Voilà. Messieurs et tous ceux qui écoutent, je conseille que la seule chose qui devrait être allumée en ce moment, ce sont les bougies sur les sapins de Noël, et non l'Asie de l'Ouest. James Carden et Colonel McGregor, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci et joyeux Noël. Joyeux Noël. Et que Dieu nous bénisse, tous autant que nous sommes.